Lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale après cette petite transition en publicité avec nos différents partenaires. Je vais dire bonjour particulièrement ce matin à Madame Akolo Gertrude, chef d'agence de la régionale Biémassi. Bonjour Madame Akolo Gertrude. Bonjour également à Monsieur Mangele Nestor qui est un fidèle de ce rendez-vous matinal. On va souhaiter un bonjour à tous les Henri, puisqu'ils sont à l'honneur ce jour. Déjà, côté caractère, on dira que les Henri sont des êtres qui communiquent leur bonne humeur et leur joie de vivre à leur entourage. Ils aiment vivre entourés d'amis. Ils sont insouciants, parfois un peu trop, car ils ne réfléchissent pas toujours aux conséquences de leurs actes. Ce sont de perpétuels amoureux. Alors, on va souhaiter bonne fête à Monsieur Henri Eyebe Aïssi, qui est le ministre de l'Agriculture. On pense également à Henri Dikongé, artiste. On n'oublie pas le grand frère, le patriarche, Henri Ndio, également artiste. Je dis bonjour à Henri Maya Bichoka, qui est un ami. Bonjour à toi, mon frère. Je n'oublie pas Henri Roméo Ebodé, footballeur, qui n'est autre que le frère de notre collègue Norbert Olivier Ebodé, en service à la rédaction, journaliste à la rédaction centrale de Vision 4. Bonne fête à tous les Henri. C'est un pro. Monsieur Zé, bonjour et bienvenue pour la revue de presse de ce jeudi matin. Bonjour Pi Byron, bonjour Sidoine Moncam, bonjour à tous les auditeurs des radios qui nous accompagnent, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les Henri. Vous allez bien? Je crois que j'aime bien vous poser cette question le matin. Je crois que ça va. Ça va. Ça va. Très bien. C'est la question que son épouse a posée à la maison. Que chérie, tu vas bien ce matin? Tu es prêt pour la revue? Elle vous a posé cette question ce matin? Sauf qu'entre la maison et maintenant, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer aussi. On a parcouru une vingtaine de titres de journaux en une quinzaine de minutes. Ça fait que tout peut changer. Alors, quelle est la première question qu'elle vous pose le matin au réveil, Jean-Jacques? Ben, elle me réveille. D'abord ça. Elle fait comme ça. Elle te secoue un peu. D'abord ça. Peut-être pas toujours par des questions, mais elle te réveille. Elle te réveille. Avec les astuces qui lui sont propres. Un bisou? Et qui sont propres ce sont des secrets à ce qui se passe là-bas. Commençons par mutation ce matin, monsieur. On va y revenir pour ce qui se passe là-bas. On commence d'abord par la revue. Mutation nous propose quoi? Mutation nous propose la situation actuelle du côté de la compagnie aérienne nationale du Cameroun, Camerco. D'ailleurs, vous verrez également avec le messager ce matin qu'on parle de la tension sociale suffisamment tendue de ce côté-là. La grande une de mutation nous parle justement de ces dégraissages qui sont annoncés avec la direction générale qui annonce la baisse des salaires et la suppression des avantages de 215 employés. On parle également du nombre de directions de l'entreprise, ce nombre qui va passer de 11 à 6 parmi les mesures qui sont prises. Justement, vous verrez la grande une de mutation à partir d'ici, justement, qui parle de la situation de la compagnie aérienne nationale du Cameroun et s'affiche une sorte d'impératif dans les colonnes du journal ce matin. Il faut réformer ou alors fermer tout simplement la compagnie aérienne nationale du Cameroun qui n'a pas connu beaucoup de bonheur depuis sa mise en œuvre et sa mise en service au Cameroun. Une opération annoncée par Ernest Dicou, le directeur général, et qui vise à diminuer la masse salariale de l'entreprise, rencontre cependant une vive opposition de la part du syndicat du personnel qui semble ne pas accepter justement ces réformes qui vont être dures à avaler du côté de la compagnie aérienne nationale du Cameroun. Mutation, on parle également, vous le verrez, presque tous les titres ont la même démarche ce matin, un grand sujet, mais également une évocation de la situation autour du décès de Monseigneur Bala. Pour Mutation ce matin, c'est un reportage réalisé du côté d'Onvin, le village natal de l'évêque décédé de Bafia. C'est comment son village natal vit la controverse. De ce côté-là, il y a un calme apparent, une tranquillité apparente. On attend l'inhumation et on souhaite qu'il soit inhumé dans la dignité et au plus vite, nous précise justement Mutation de retour du village natal de Monseigneur Bala. L'essentiel du Cameroun parle cette fois-ci d'économie après avoir fait un crochet dans la situation justement liée à ce décès qui reste encore à polémique de Monseigneur Bala. L'ombre de Monseigneur Bala plane sur les travaux de Yaoundé. L'association de ces conférences épiscopales nationales d'Afrique centrale qui tient une assemblée plénière depuis le début de la semaine ici à Yaoundé avec cette ombre de Monseigneur Bala qui plane sur les travaux. Mais la grande une parle de la dévaluation du franc CFA et les positions qui sont de plus en plus claires
claires, notamment après la sortie du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Pas de dévaluation en vue, a-t-il affirmé lors du comité monétaire qui vient de se tenir à Yaoundé, le siège justement de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, et le titre l'essentiel du Cameroun justement est sec là-dessus. Pas de dévaluation en vue du franc CFA. Comment l'Afrique centrale a réussi à éviter la dévaluation du franc CFA? C'est Baromètre communautaire qui nous donne quelques éléments. Là-dessus, il y a cette affaire de 2600 milliards de francs CFA qui ont réussi à éloigner l'Afrique centrale de la dévaluation. C'est le titre choisi par notre confrère qui, sur la base d'une comparaison établie par le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, indique qu'entre les années 90, l'année d'avant, entrée dans la dévaluation, 93, 94, justement, les chiffres pour ce qui est des réserves étaient suffisamment bas à cette époque-là. On parlait justement des réserves qui se situaient à 165 milliards de francs CFA en 1993, mais aujourd'hui, justement, pendant que certaines sources essayaient d'évoquer la dévaluation du franc CFA, les réserves de la sous-région se situent à 2800 milliards de francs CFA. Et du coup, c'est cet excédent-là, ces 2600 milliards de francs CFA qui ont permis justement d'esquiver et d'éviter la dévaluation du franc CFA. Sauf que pour réussir à tenir, il faut que l'Afrique centrale se mobilise selon les orientations qui ont été prescrites par les institutions financières, et notamment la BEAC. Et il s'agit, par exemple, pour Mahamat Toli, d'insister sur l'urgence de mettre en œuvre des réformes structurelles efficaces afin d'éloigner définitivement le spectre de la crise qui plane encore sur les pays de la sous-région CEMAC. Le journal parle également, on l'a dit, de Monseigneur Bala ce matin, avec les évêques qui commencent le déballage, les récentes sorties des évêques sont commentés par notre confrère ce matin, qui nous propose également un magnifique dossier sur les 53 personnalités dans les griffes de la justice internationale, les 53 personnalités se recrutant dans les pays de la sous-région Afrique centrale, mais qui subissent également les assauts et les attaques de la justice internationale. Quelles sont ces différentes personnalités? Le journal parle de justice internationale, heures et malheurs des États de l'Afrique centrale. C'est un dossier pratiquement de 4 pages que propose notre confrère ce matin sur ces heures et ces malheurs des ressortissants de l'Afrique centrale face à la justice internationale pour des faits et d'autres qui sont d'ailleurs bien listés par notre confrère ce matin. Parlant toujours économie, ces défis actuels qui reproposent les propos justement du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, d'évaluation. Le gouverneur de la BEAC parle enfin et il a dit ce qui est désormais retenu par l'opinion internationale. Défis actuels parle également du défi du numérique avec le retour du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le Paul Motazé, qui vient de séjourner à Kribi pour l'inauguration d'un véritable technopôle numérique de ce côté-là. TIC, le numérique justement en technopole dans la cité balnéaire. La session d'inauguration étant présidée par l'homme qui s'affiche également à la grande une des défis actuels ce matin, le ministre de l'économie, Paul Motazé. La grande une parle cependant de l'exécution du budget d'investissement public, le BIP, au travers des réformes qui ont été mises en place. L'amélioration s'affiche nette. On devrait aller au-delà des 91% de l'année dernière pour l'exécution du budget d'investissement public. Le résultat des réformes qui ont été arrêtées en guise d'innovation pour l'année 2017, lesquelles réformes pour les principales proposées par notre confrère également ce matin. La mise à disposition du journal des projets avant le 1er janvier, c'était fait. Le démarrage effectif de l'exécution du BIP dès le 1er janvier. La mise en place dès le début de l'exercice dans les 10 régions d'un dispositif d'accompagnement de l'exécution des projets qui rencontrent des problèmes de maturité. Ces réformes-là sont également listées par défis actuels pour comprendre les performances qui sont aujourd'hui saluées au niveau des pouvoirs publics. Parlant justement des réformes et de ces orientations des pouvoirs publics, l'économie numérique, ce technopôle qui vient d'être inauguré à Kribi, basé justement dans la cité balnéaire, le nouveau technopôle baptisé Ocean Innovation Center, porté par Jacques Bonjao, a été lancé. C'était par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, avec pour ambition d'accompagner les jeunes dans le développement des start-up et les start-upers qui peuvent déjà se réjouir de cette initiative qui s'adosse justement sur la politique nouvelle du
président Paul Biya, celle de développer l'économie numérique. La mobilisation sur 2 pages racontées par le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune ce matin, qui parle également des performances du Cameroun, de retour d'une mission au Maroc. L'équipe gouvernementale a été présentée le trophée remporté par notre pays, notamment l'approche genre saluée par la communauté internationale. Le trophée a été présenté au Premier ministre et chef du gouvernement en présence de ses membres du gouvernement qui reviennent justement du Maroc. La délégation là-bas a été conduite par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Michel Ange Anguine, pour saluer justement la promotion du genre telle que menée par les départements ministériels compétents dans notre pays. Autre sujet d'actualité développé par la presse ce matin, on parle par exemple de l'extrémisme religieux. C'est le détective, le journal de Patrick Chua qui est dans les kiosques ce matin, qui parle de l'Église catholique qui réagit face à l'extrémisme religieux. L'Église catholique dit tout simplement non. C'est la grande une choisie par détective qui est dans les kiosques ce matin. On parle également de l'Église catholique avec le messager, pédophilie, mort en série, l'Église catholique dans la tourmente. Titre le journal de Feu Pius Diawé, cette tourmente-là qui se manifeste par la crise de la foi qui est déjà visible et perceptible, mais également plusieurs scandales dans lesquels baigne désormais l'Église catholique qui, selon notre confrère, est naturellement dans la tourmente. Pour parler également de ces sujets, la Nouvelle Expression évoque naturellement, on va le dire, la situation du côté de la compagnie aérienne nationale du Cameroun comme les autres, mais également la grande une qui concerne justement les concours administratifs. Le journal nous propose une immersion dans le business des examens au Cameroun. Chaque année, sensiblement entre le mois de mai et septembre, sont lancés de nombreux concours, ces concours administratifs qui doivent faire rentrer dans les caisses de l'État pas moins de 5 à 10 milliards de francs CFA, mais également ces concours formels parcourus également dans cette immersion proposée par la Nouvelle Expression, le journal de Séverin Tchouke, qui est dans les kiosques naturellement ce matin. Des inquiétudes du Cameroun relativement à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, les inquiétudes également des observateurs internationaux. Le cas de Patrick Mboma, c'est la grande une d'Info Matin, qui est dans les kiosques ce matin. Cannes 2019, les inquiétudes de Patrick Mboma, le Cameroun sera-t-il prêt? Pourra-t-il garder l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations de football? L'ancien international camerounais marque ses inquiétudes dans les colonnes d'Info Matin ce matin. Le journal nous parle également de ces récompenses au profit du Cameroun, mais également le retour de Issa Thiro Mabakari, le ministre de la Communication, présenté comme gravement malade il y a de cela 48 heures, mais qui est revenu au Cameroun hier pour, comme dit le journal, faire taire la rumeur. C'est Info Matin qui utilise ces expressions ce matin. D'autres sujets, notamment ces manœuvres de déstabilisation de l'État du Cameroun, ces réseaux qui veulent saboter le travail de quelques membres du gouvernement. Le cas, par exemple, du ministre de l'Enseignement secondaire qui a souffert ces derniers temps justement des informations qui relèvent de l'intox, notamment au sujet de la prise en charge des correcteurs dans les différents examens. Un communiqué a été rendu public par Jean-Ernest Massénangale Bibé pour rassurer les uns les autres les dispositions qui ont été prises afin de satisfaire toutes les personnalités engagées ou tous les personnels engagés dans cette opération, même si le communiqué connaîtra quelques retards qui ont été observés, mais ce sont des réseaux de sabotage pour déstabiliser le Minisec. C'est la petite une choisie par le quotidien L'Épervier qui est dans les kiosques ce matin, qui nous rappelle justement cette actualité qui suscitait quand même de sérieuses interrogations. Le journal parle également de l'endettement du Cameroun. À qui la faute finalement? Comment sortir de l'engrenage de la dette publique dans notre pays? La réflexion proposée par notre confrère pointe un doigt accusateur sur les plus riches. Membres du gouvernement, députés, sénateurs et autres qui, face à leur attitude d'incivisme et autres, semblent également asseoir l'endettement public dans notre pays. Comment sortir finalement de cet engrenage? C'est la réflexion que propose le quotidien L'Épervier qui est dans les kiosques ce matin et comme beaucoup de titres, on l'a vu, n'évite pas absolument le cas de Monseigneur Bala. L'Info qui est dans les kiosques nous parle justement de Rome qui vient de dénoncer un faux communiqué qui a été attribué au Vatican. Selon ce communiqué, le Saint-Siège aurait demandé aux
aux uns et aux autres de respecter les conclusions des autorités. Faux semble retorquer justement Rome, qui dénonce justement ce faux communiqué qui ne viendrait pas du Vatican, selon la lecture proposée par le journal L'Info, qui est dans les kiosques ce matin. L'Info qui nous parle également de ce temps de l'austérité qui est ouvert dans la sous-région et particulièrement au Cameroun, avec évidemment des choses qui seraient souhaitées: la réduction des ministères, la disparition des institutions de prestige, les commissions, les comités ou autres qui sont totalement budgétivores, mais dont la réduction ou l'annulation pourrait permettre aux pays africains, et particulièrement au Cameroun, de survivre en temps d'austérité, semble indiquer le journal L'Info dans les kiosques ce matin. Affaire Monseigneur Bala avec la grande une de l'orphelin, comment la conférence épiscopale s'embrouille et embrouille finalement l'opinion, indique l'orphelin. Les évêques croient beaucoup aux réseaux sociaux pour avoir contesté le rapport du procureur général. C'est le corps qui a été changé lors de la deuxième autopsie. Apprend-on pourquoi Monseigneur Cléda attendait l'arrivée des évêques d'Afrique centrale pour produire le rapport? Des questions qui sont soulevées par le journal L'Orphelin, qui est dans les kiosques ce matin et qui décrypte à sa manière l'attitude des évêques dans cette affaire. Le jalon, pour sa part, parle également de mort de Monseigneur Bala. Vérité, mensonge et frayeur autour de la tache de sang. La tragique disparition de l'évêque de Bafia provoque un chahut indicible au sein de l'opinion nationale et internationale, autant qu'un chagrin imprescriptible dans les cœurs. Tout ce qui se dit autour de ce triste décès est raconté par le journal Le Jalon, qui est dans les kiosques ce matin et qui nous signale qu'on est justement dans ce bain-là entre vérité et mensonge, mais davantage des frayeurs autour de cette tache de sang qu'il faut bien reconnaître. Le décès est toujours présenté comme tragique pour des causes qui attendent justement d'être élucidées. On parlait dans cette édition également de la Coupe d'Afrique des Nations, les inquiétudes de Patrick Mboma, l'oppositionnement de l'Algérie qui tend la main et indique justement que si le Cameroun n'est pas prêt, eh bien l'Algérie présenterait également sa candidature pour hériter de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce qu'indique le Guardian Post en sa grande une ce matin, au regard justement de l'agenda qui semble encore très opaque au Cameroun autour de l'organisation de cette grande compétition. Et puis disons un mot avec le financier d'Afrique qui est dans les kiosques ce matin et qui parle du budget 2018, le travail mené par lui, Paul Motazé, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, qui s'approprie de la circulaire présidentielle moins d'un mois après la publication le 20 juin 2017 de la circulaire du président Paul Biya relative à la préparation du budget 2018 de l'État du Cameroun. Le ministre de l'économie invite les administrations publiques à la tenue des travaux relatifs aux conférences de budgétisation des fonds de contrepartie, du chronogramme de mise en œuvre des activités et de la détermination de la chaîne des résultats attendus pour l'année 2018. C'est le financier d'Afrique qui consacre justement sa grande une à cette prompte réaction du patron de l'économie pour suivre exactement les lignes déjà tracées par la circulaire du président de la République. Et puis il y a toujours cette tornade autour de l'église évangélique du Cameroun. L'église évangélique du Cameroun, avec la crise qui est connue depuis quelques semaines maintenant, la paroisse de Siméon semble se démarquer, selon le journal qui porte justement le nom de la tornade. La déclaration des fidèles de la paroisse de Siméon, un lieu mythique de l'ère culturelle Bamoun, dans la mesure où c'est dans cette localité, quartier Yaoundé, où vécut et mourut justement le roi Njoya, ainsi de suite. Le journal nous indique que ce lieu d'adoration, dont la pose de la première pierre avait vu la présence effective du sultan Ibrahim Mbombo Njoya, qui avait promis revenir inaugurer et baptiser cet espace, voit ces chrétiens adopter une position d'observateur volontariste et actif jusqu'à la proclamation du verdict du procès en instance. Et du coup, c'est cette bonne attitude qui fait la grande une journal tornade ce matin. On le sait, la tornade parle de ce vent mauvais qui souffle au sein de l'église évangélique du Cameroun depuis l'Assemblée générale élective du côté de Ngaoundéré. Le journal parle également des communautés urbaines avec les bandits dans les coffres-forts, nous indique notre confrère, qui salue également toutes les vacances scolaires et les initiatives qui sont prises, mais qui pense que l'industrie touristique au Cameroun est en panne. Merci Jean-Jacques Zé pour cette brillante lecture des unes. Et puisque vous parlez d'industrie au Cameroun qui est en panne, on va parler justement des institutions, des retards observés
n'est-ce pas, par les responsables dans certaines institutions à Yaoundé. C'est vrai que les journaux n'en ont pas fait allusion ce matin. Il y a plusieurs personnes qui ont envoyé des messages hier, certains m'ont rencontré. Ils me faisaient comprendre qu'au niveau de la sous-préfecture Yaoundé 3e, moi je suis passé par là, jusqu'à 10 h, par l'arrivée du sous-préfet. Des jeunes qui doivent faire signer des documents attendent, d'autres sont assis même au niveau des escaliers. Au niveau du service du gouverneur également, du centre, c'est le même problème. Donc, et c'est pas seulement que dans ces institutions, un peu partout, les responsables doivent arriver au bureau à quelle heure? Pourquoi il faut toujours attendre 10 h, 11 h pour qu'un gouverneur ou un sous-préfet arrive au bureau? Non, il faut toujours se méfier des dénonciations qui se limitent sur les a priori. Avant de dénoncer un sous-préfet qui arrive à 9 h ou à 10 h, il faut interroger son agenda de la journée. Le travail du sous-préfet est complexe. Il se passe au bureau, il se passe également sur le terrain. Vous savez que les sous-préfets, je parle à côté de quelqu'un qui connaît bien les activités des sous-préfets, qui vont toucher du doigt des conflits, des litiges qui sont nombreux dans les arrondissements. Pendant que vous cherchez par exemple le sous-préfet dans son bureau, il est en train de régler un litige qui aurait pu être incendiaire pour la circonscription. Donc avant de dire que ce monsieur est arrivé à 9 h, 10 h, il faut interroger ce qu'il faisait. Quel était son programme de travail de cette journée? Parce que ce sont des hommes qui sont d'abord des hommes de terrain. C'est pour cela qu'on les appelle les chefs de terre. Et les circonscriptions administratives, parfois certaines vont au-delà du cadre urbain et touchent également, j'allais dire, des communautés villageoises, touchent également la périphérie des grandes villes, et le sous-préfet doit pouvoir répondre aux appels des populations partout, que ce soit au bureau ou sur le terrain, et idéalement sur le terrain. Il faut maintenant interroger l'organisation du travail qui est mise en place pour pallier les absences, entre guillemets, du sous-préfet lorsqu'il s'intéresse à d'autres activités, lorsqu'il n'est pas en train d'accueillir le préfet, par exemple, qui arrive dans sa circonscription, lorsqu'il n'est pas en train d'accueillir le ministre qui arrive dans sa circonscription. Vous voyez justement que le sous-préfet, c'est un homme qui doit se déployer absolument. Si on annonce que le préfet vient dans son territoire de compétence, il doit aller l'accueillir, il doit encadrer tout cela. Si on annonce qu'une haute autorité arrive, il doit s'occuper de l'encadrement en même temps qu'il doit répondre des besoins à la fois des administrations mais également des populations. Ça fait justement que si on ne se méfie pas, si on ne cherche pas à comprendre justement l'agenda du chef de terre, on peut arriver justement aux accusations. Certains se plaignent que chaque fois c'est la même chose. Oui, parfois les gens qui se plaignent que chaque fois c'est la même chose, c'est parce que chaque fois ils font la même faute. C'est-à-dire qu'ils viennent sans chercher à comprendre ce qui est affiché même au mur, qui annonce que le sous-préfet reçoit de telle heure à telle heure, tel jour à tel jour. C'est important qu'on puisse au moins avoir la bonne information avant justement de commencer à dénoncer, prendre la voix des médias. Parce qu'il faut le dire, quand il n'y a pas cette alternative, les activités là, un responsable peut arriver au bureau à quelle heure? Il n'y a pas que peut arriver à quelle heure. L'État prévoit que les services publics s'ouvrent à 7h30. C'est ce que les lois disent dans notre pays. À 7h30, les personnels, les agents publics doivent être à leur poste. Ils doivent repartir à 15h30 parce que nous sommes dans un système de journée continue. Voilà ce qui est établi par la loi. Mais nous disons qu'il y a les textes de loi, mais il y a les agendas de tous ces gens. Ne pas être au bureau ne signifie pas absence. Peut-être parce qu'on est appelé à faire des choses ailleurs. Mais il faut dire que cela ne dédouane pas certains qui ne sont ni au bureau ni ailleurs, là où on les attend justement. Cela ne dédouane pas ceux qui n'ont pas une organisation fonctionnelle utile, qui prennent tout sur eux et qui ne font finalement rien. Il faut que les institutions mettent en place des plans de travail qui permettent justement que lorsque le sous-préfet est empêché, l'adjoint d'arrondissement puisse répondre, ainsi de suite, ainsi de suite. Tant que l'organisation n'est pas clairement établie, eh bien on va avoir des blocages. Comme on le voit dans certains ministères, parce que vous voyez des incongruités dans certains ministères qui ont les secrétaires d'État ou les ministres délégués. Quand le ministre se déplace, le ministre délégué est avec lui. Quand le ministre se déplace, le secrétaire d'État est avec lui. À la limite, il est ridicule parce qu'il est toujours placé lorsqu'on fait l'interview au ministre. La tête qui est en train de guetter la caméra derrière, c'est le secrétaire d'État ou le ministre délégué. On se demande pourquoi les deux personnalités sont obligées de voyager ensemble en prenant les frais de mission qui sont quand même assez importants. D'ailleurs, parfois c'est la grosse bataille des frais de mission, d'organiser le travail et de permettre quand même que lorsque le patron n'est pas là, que le ministre délégué assure la continuité du service. Mais les deux embarquent dans l'avion, l'un est devant, l'autre est derrière. Celui qui est suivi ne dit jamais rien. À la limite, il dort ou bien
mais il bouge un peu la tête pour dire qu'il est quand même d'accord, même sans le penser, avec le ministre qui est là. Je pense que ce sont des encombrements qui tuent le service public dans notre pays. Tout est dans l'organisation, tout est dans l'harmonisation, tout est dans l'entente, pas les batailles des frais de mission qui alimentent justement ce que nous voyons aujourd'hui. Mais le service commence à 7h30. Et lorsque le service commence à 7h30, il faut que l'État se donne les moyens pour permettre au service d'être effectif à 7h30. C'est 8h ou 7h30? 7h30. 7h30. Monsieur le préfet, les sous-préfets, les maires, 7h30. Doivent commencer les activités dans les services publics dans notre pays. 7h30. 8h, c'est les anciennes heures. On a commencé, on veut toujours harmoniser tout cela, mais c'est 7h30, on doit être à nos postes de travail. Maintenant, les fonctionnaires ont des raisons. Vous dites qu'on a déposé l'enfant à l'école, mais déposer l'enfant à 5h30, ou alors aller recruter votre cousin pour qu'il s'occupe du dépôt de l'enfant. Le service public n'attend pas que vous vous occupez de vos particularités. Non, c'est à vous d'organiser votre fonctionnement familial, mais d'attendre, d'accueillir les personnels à temps. Maintenant, vous arrivez même à 7h30, les grilles sont fermées. Le bon boss arrive à son heure, et quand il arrive à son heure, il ouvre un ou deux dossiers, il commence à recevoir des amis qui viennent pour des causeries, et vous voyez comment des piles de dossiers s'amoncellent devant les bureaux de ces différents responsables qui vous accueillent quand ils veulent, à la fonction de votre tête, ou ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses justement, il faut que le service soit diligent. Oui. Un bon fonctionnaire ne doit pas se retrouver avec des piles de dossiers sur sa table. Ça, ce n'est pas possible. Ils ont pourtant des exemples, quand on les cite ici, les gens pensent qu'on fait de la talakou, mais nous avons vu des membres du gouvernement qui sont, comme on dit, illiquides, qui sont expéditifs dans le traitement des dossiers. C'est important d'avoir les membres du gouvernement de cette nature-là, d'avoir les chefs de service de cette nature. Sinon, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, on se retrouve avec des goulots d'étranglement, on se retrouve avec des cul-de-sac, on ne peut pas s'en sortir. C'est parce que les gens ne prennent pas leur travail au sérieux, ils ne prennent pas leur travail à temps tel que c'est prévu par la réglementation. Et naturellement, lorsque les gens se comportent comme ça, c'est qu'ils veulent créer des blocages, et les blocages sont débloqués par la corruption et autres. Vous voyez comment on est bien malin lorsque ça se passe de cette façon. On va dire bonjour nos amis du côté de Marois, parce qu'il y en a qui nous ont envoyé un message qui dit que là-bas c'est grave, il n'y a même pas d'agenda, et le problème est vraiment réel également du côté de Marois. On croit que le message est passé à monsieur Mbita. Alors, Sylvain Monkam a une question pour vous avant de revenir, n'est-ce pas, sur la seconde que j'allais vous poser. On prend d'abord Sylvain. Alors, ce matin, Jean-Jacques, nous parlions du phénomène de la dépigmentation de plus en plus visible dans notre société. Et selon les experts, le Cameroun est cité parmi les pays les plus attirés par ce phénomène. Qu'est-ce qui peut expliquer cela et comment mettre fin réellement à ce genre de pratique? Vous savez, par le passé, lorsque le sous-préfet venait dans votre village, tout le monde faisait la propriété. On disait que le blanc veut ce qui brille. Quand ça brille là, c'est bon. Et ces habitudes-là sont restées et commencent à attaquer même l'être humain. Qui vous dit que ce qui passe sur le marché, c'est ce qui brille au comptoir. On parle de comptoir, on parle de marché. Vous voyez justement que les affaires comme la dépigmentation sont liées à un comptoir, à un marché, c'est-à-dire à une demande, à une offre. On est dans les activités purement commerciales. Ce n'est pas forcément pour le bien-être qu'on s'engage à vous avez appelé ça quoi? Dépigmenter, maquiller, délaver, ainsi de suite. Coca. Voilà, tout cela, est-ce que c'est pour son bien-être personnel ou c'est pour plaire aux acheteurs, parce qu'on est dans le cadre d'un marché, à ceux qui apprécient le bling-bling, qui ne cherchent pas le contenu et qui se disent que tant que la forme peut paraître bien, même le fond peut être bien également. Ce qui est totalement faux. Je pense que les sensibilisations l'ont suffisamment démontré. La dépigmentation est un problème de santé. Plus vous le faites, plus vous êtes exposé à des attaques de bactéries de toutes sortes. Vous avez déjà vu une femme suffisamment dépigmentée, même à 50 mètres, vous lisez la circulation de sang dans ses veines. Vous voyez les couleurs des veines, généralement c'est bleu. On ne sait pas si le sang est devenu bleu, la peau devient tellement fine qu'on ne peut même pas faire la petite chirurgie sur votre peau. On ne peut pas recoller les morceaux lorsque vous avez par exemple une blessure, ainsi de suite. Et quand il fait chaud, naturellement, puis Byron, vous avez certainement été à côté de ces gens, ce que vous ressentez n'est pas descriptible ici. Il y a donc 1001 problèmes que connaissent les gens qui se disent présenter la meilleure forme pour que le marché puisse être accessible, ce qui est totalement faux. Nous avons la possibilité de trouver des peaux claires, naturelles. Ma voisine
justement l'illustration parfaite de ces peaux claires naturelles. C'est Dieu qui donne. Et quand il donne, vous prenez, vous vous en contentez. S'il a choisi que vous soyez Kunta Kinte, noir, restez Kunta Kinte et vivez justement votre parce que même sur le marché, il y a quelqu'un qui cherche cette. Mais c'est généralement pour vous plaire, hein, Jean-Jacques. Pour plaire à qui justement? C'est ça la faute. Tu aimes les femmes. Bon. J'aime les femmes qui sont belles. Maintenant. Je voulais demander brune noir pour moi. Maintenant, ça n'a pas un rapport direct avec la couleur de la peau. Ok. Voilà. Si vous êtes belle dans votre peau, naturellement. Formée comme une guitare. Formée comme vous êtes formée. Si c'est cette forme qui me plaît, elle me plaira. Maintenant, si vous avez commencé à prendre la peinture pour frotter sur vous, et qu'à un moment donné, cette peinture-là s'échappe, ou alors cette peinture commence à montrer ses mauvais côtés, c'est-à-dire que Fanta, Coca, zèbre et ainsi de suite, vous avez les doigts comme le plantain qu'on frit au bord de la route là, avec un côté noir, l'autre un peu plus blanc, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça devient un problème. Vous voyez les filles qui marchent régulièrement avec les mains dans les sacs à main, avec quand vous causez avec elle, elle fait chouf, semblant de plier le téléphone. Elle ne file pas. C'est pour cacher justement ces doigts zébrés qui ne sont pas du tout agréables à voir. Vous avez tous les gens qui vous parlent dans cette posture. Vous êtes là, mais regarde de ce côté, parce qu'on sait qu'ici c'est jaune, là-bas c'est noir, ainsi de suite. On veut masquer tout cela, mais lorsque vous êtes en fin de carrière, parce que regardez le plus dramatique, lorsque les décapés sont en train de prendre de l'âge, ça devient catastrophique. C'est-à-dire que la retraite est redoutée. À l'âge de la retraite, vous êtes justement repoussé par la société. D'ailleurs, vous-même vous mettez en quarantaine. Vous avez de la peine à sortir. Lorsque les rides sont déjà là, vous imaginez un peu une peau ridée, décapée, ça donne une image qu'on ne peut pas vous décrire. Donc forcément, les pratiques comme celle-là finissent par vous rattraper. Ceux qui font croire justement qu'on aime le bling-bling, le bling-bling fabriqué, c'est le bling-bling d'occasion. A dit que je prends, je laisse. C'est comme on dit au quartier, un bussort. Je prends là, je laisse. Et généralement, on est dessus quand on a pris, on a laissé. Vous voyez qu'on commence à changer d'attitude. Voilà, on vous envoie directement à la casse. À la casse. Vous n'avez plus de place. Et vos temps, vous gérez toujours, vous êtes temporaire. Les bling-blingés là sont toujours temporaires. Il n'y a personne qui fonctionne entre guillemets pendant longtemps avec une bling-blingée fabriquée. C'est toujours pour une occasion et généralement la nuit, parce que tous les chats sont gris à l'heure là et on ne réussit pas à déterminer. Et on a dans les snaps où les ampoules sont jaunes, bleues. Dieu soit loué. Les ampoules, les jeux de lumière nous embrouillent tous. Maintenant, lorsque vous avez la lumière naturelle, allez aux toilettes à l'heure là. Alors que si vous avez vu une bling-blingée qui fait son show, à l'heure d'aller au couloir des toilettes, là où il y a la lumière naturelle, ton ampoule économique là, là où on retrouve ça. C'est l'ampoule économique, c'est le laser. Tu sors maintenant. Et si j'avais commencé à regarder à l'intérieur, quand tu vois. Tu changer d'avis. Monsieur vous disait, oulala, je dois, vous voyez comment les choses changent. Mais nous disons que sérieusement, il y a un problème. Surtout en ces temps précis où on vend toutes sortes de produits cosmétiques. Vous allez à Ndokoti, on vend les produits cosmétiques dans la brouette. Par tas. On affiche 700 francs pour un ensemble de tubes. Vous ne savez pas d'où viennent ces tubes-là. Il y en a qui pensent l'association de produits chimiques. Oui, c'est qui les contrôle? Qui connaît la provenance de ces produits? Quelle garantie a-t-on? Vous avez vu les brûlés? Parce qu'il y en a un maintenant, la peau s'en va. Lorsque vous avez utilisé un produit que vous ne maîtrisez même pas du tout, la femme, elle est belle avec sa peau naturelle. Il y a des produits cosmétiques qui s'adaptent à toutes sortes de peaux. Vous pouvez être totalement noir et vous avez des laits éclaircissants sans vous transformer et qui vous donnent un certain éclat. Tout cela appelle à ce qu'on consulte souvent des spécialistes qui savent exactement quel genre de lait correspond à votre peau. Parce qu'il y a des décapés accidentels. Alors que vous êtes seulement parti acheter le lait que la voisine utilise, vous venez l'utiliser. Vous êtes également parti voir la voisine qui vous dit qu'elle est spécialiste de la composition. De lait. Il y a maintenant ça et d'ailleurs. Vous voyez ce qu'il y a à l'image de la Jean-Jacques. Voilà. La plupart quand on veut rattraper des erreurs, les parties qui sont restées noires. Et c'est encore notre épisode. C'est quand vous vendez des produits qui ne vous rendent pas totalement clairs. Maintenant, c'est comme ceux qui fabriquent des antivirus. On fabrique des machines, on prévoit les virus et les antivirus pour se faire encore plus d'argent. Là, c'est des produits que les femmes utilisent. Elles sont toujours conservées des cotons. Elle n'est pas qu'astiquée, mais ça ne change jamais. Donc, il y a les spécialistes de la composition du lait qui prennent le lait A, mélangent avec le lait B, mettent de l'huile de palme, mettent n'importe quoi là-dedans. Et on vous donne ça. Et ça coûte essentiellement cher. Ça s'appelle la claire. Voilà, ça coûte essentiellement cher, ces compositions-là, que la spécialiste, qui n'a été dans aucune école, elle a appris à malaxer
le Mouane Mayanga et les autres, pour donner ce que ça finit par donner. Et naturellement, le lendemain, ouais, comment quelqu'un est en train de changer du jour au lendemain. C'est-à-dire que si vous avez filmé cette personne aujourd'hui, 24 heures plus tard, ce n'est plus la même personne, 48 heures plus loin, c'est devenu un blanc. Bon, je dis blanc par abus de langage parce que c'est des gens qui sont non alignés. Ce sont des non alignés. Ils sont ni blancs, ni noirs, ni métis, ni jaunes. Et ils ont créé leur nouvelle race et qui malheureusement a une durée de vie très limitée parce qu'après, à l'heure de la retraite, tout s'affaisse et le retour vous donne justement ces multiples couleurs. Vous devenez vous seul les États-Unis. Merci Jean-Jacques. On n'a rien contre, hein. C'est juste pour dire que c'est mauvais. Les conséquences, quand moi, je ne cache pas que je suis contre Byron. Moi, j'aime les femmes noires. Voilà. J'aime les brunes, mais mon cœur. On aime les brunes, les vraies. Ma fiancée, mon cœur, la tape, c'est noir. Voilà. Jean-Jacques particulièrement adore les brunes. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Je dis que si tu es brune, tu es belle dans ta peau, on va t'aimer comme ça. Si tu es noir dans ta peau noire, on va t'aimer comme ça. Hein? Et petite brune et élancée. Brune et élancée? C'est ça que vous me conseillez? Non, c'est ce que vous aimez. Vous aurez les procès aujourd'hui. Elle est mariée, elle est que les sérieux procès au sorti de cette émission. Alors, merci monsieur. On va dire bonjour au capitaine de vaisseau, monsieur Bianjagi Ernest, qui nous regarde, monsieur Ngankwe Kameni Calvin également, qui sont des fidèles téléspectateurs. Et puis, je vais penser au nouveau sous-préfet de Fumban, monsieur Kenemo Michael Até, qui était d'abord en service à Yingui et qui maintenant se retrouve à Fumban. Monsieur, à Fumban aussi là-bas, signez aussi très vite, comme vous avez bien travaillé à Yingui. Et monsieur Nestor Dim, qui est mon ami personnel, à Ifoulan là aussi. Monsieur le sous-préfet de Yaoundé 3e. Vraiment, signez aussi vite, libérez vite les dossiers, comme l'a dit Jean-Jacques. Alors on va penser à quelques fonctionnaires de police qui sont fidèles à la matinale, à la revue de presse également. Je pense à l'IPP Nga Rosette, bonjour. Je pense également à l'IPP Hippo Claude, on n'oublie pas IP2 et IP1, CI Simon et Bou Peter, qui sont donc en service à la direction de la police des frontières, ici même à Yaoundé, Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous faites rire? Non, je salue justement tous ces IPP. Bonjour, Jean-Jacques. Voilà, on salue les IPP, on ne dit pas le patron de la police des frontières, mais on va saluer quand même tous les membres du comité d'organisation du congrès 2017, du comité de développement de Doumentan, qui vont se rassembler ce soir encore à l'immeuble EDC pour peaufiner les budgets relatifs à ce congrès qui est annoncé et qui aura lieu au village Djende 1. C'est toi le trésorier le président du comité d'organisation. Monsieur mais tu es ami avec le trésorier, vous serez très amis. Collaborateur. Okay. On vous appelle président. Monsieur le président. C'est président. On met généralement de côté le monsieur, on dit président. Voilà. Président. Donc si vous êtes au ministère des Finances, vous êtes ministre des Finances, vous ne serez pas très proche du directeur du budget. Non, parce que vous êtes censé travailler en collaboration, vous devez être proche. Mais si vous êtes proche parce que vous avez tissé vos nids de détournement, ça devient un problème. Parce que lorsque l'opération épervier arrive, que le sauve qui peut ne sauve pas toujours tout le monde. Hein. Mais on a intérêt à travailler ensemble, à mettre en place surtout des mécanismes de traçabilité qui permettent d'être efficaces dans l'exécution justement des tâches qui sont les nôtres. Si on réussit à mettre en place ces mécanismes-là, on est des vrais amis, des bons amis. Mais si on est des amis du noir, c'est un problème. Alors généralement, les présidents sont des personnes qui farotent, hein, Jean-Jacques. Vous le faites aussi? C'est les anciens présidents. Lorsqu'il n'y avait pas l'opération épervier. C'est eux qui farotaient. Aujourd'hui, le président farote en termes de projet, en termes de programme. Et le président appelle les gens à mettre la main dans la poche pour permettre aux caisses de respirer et au développement de se mettre en place. On va également penser au commissaire Minkada, également en service à la police des frontières, ici même à Yaoundé. Et bonjour à tout le personnel en service de ce côté-là. Merci Jean-Jacques. Portez-vous bien. Demain, on va revenir sur le sujet des Lions pour la prochaine CAN, pour initier les propos de Mboma. On n'a pas eu le temps de parler ça aujourd'hui. Demain, on y reviendra. En tout cas, rendez-vous pour le journal de 20h et demain pour notre revue de presse. La pub. C'est le détective, le journal de Patrick Chua, qui est dans les kiosques ce matin, qui parle de l'Église catholique qui réagit face à l'extrémisme religieux. L'Église catholique dit tout simplement non. C'est la grande une choisie par détective qui est dans les kiosques ce matin. On parle également de l'Église catholique avec le messager, pédophilie, mort en série, l'Église catholique dans la tourmente.
Titre le journal de Feu Pius Diawé, cette tourmente-là qui se manifeste par la crise de la foi qui est déjà visible et perceptible, mais également plusieurs scandales dans lesquels baigne désormais l'Église catholique qui, selon notre confrère, est naturellement dans la tourmente. Vous parlez également de ces sujets. La Nouvelle Expression évoque naturellement, on va le dire, la situation du côté de la compagnie aérienne nationale du Cameroun comme les autres, mais également la grande une qui concerne justement les concours administratifs. Le journal nous propose une immersion dans le business des examens au Cameroun. Chaque année, sensiblement entre le mois de mai et septembre, sont lancés de nombreux concours, ces concours administratifs qui doivent faire rentrer dans les caisses de l'État pas moins de 5 à 10 milliards de francs CFA, mais également ces concours formels parcourus également dans cette immersion proposée par la Nouvelle Expression, le journal de Séverin Tchouke, qui est dans les kiosques naturellement ce matin. Des inquiétudes du Cameroun relativement à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, les inquiétudes également des observateurs internationaux. Le cas de Patrick Mboma, c'est la grande une d'Info Matin, qui est dans les kiosques ce matin. Cannes 2019, les inquiétudes de Patrick Mboma, le Cameroun sera-t-il prêt? Pourra-t-il garder l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations de football? L'ancien international camerounais marque ses inquiétudes dans les colonnes d'Info Matin ce matin. Le journal nous parle également de ces récompenses au profit du Cameroun, mais également le retour de Issa Thiro Mabakari, le ministre de la Communication, présenté comme gravement malade il y a de cela 48 heures, mais qui est revenu au Cameroun hier pour, comme dit le journal, faire taire la rumeur. C'est Info Matin qui utilise ces expressions ce matin. D'autres sujets, notamment ces manœuvres de déstabilisation de l'État du Cameroun, ces réseaux qui veulent saboter le travail de quelques membres du gouvernement. Le cas, par exemple, du ministre de l'Enseignement secondaire qui a souffert ces derniers temps justement des informations qui relèvent de l'intox, notamment au sujet de la prise en charge des correcteurs dans les différents examens. Un communiqué, l'Afrique centrale a réussi à éviter la dévaluation du franc CFA. C'est Baromètre communautaire qui nous donne quelques éléments là-dessus. Il y a cette affaire de 2600 milliards de francs CFA qui ont réussi à éloigner l'Afrique centrale de la dévaluation. C'est le titre choisi par notre confrère qui, sur la base d'une comparaison établie par le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale, la BEAC, indique qu'entre les années 90, l'année d'avant, entrée dans la dévaluation, 93, 94, justement, les chiffres pour ce qui est des réserves étaient suffisamment bas à cette époque-là. On parlait justement des réserves qui se situaient à 165 milliards de francs CFA en 1993, mais aujourd'hui, justement, pendant que certaines sources essayaient d'évoquer la dévaluation du franc CFA, les réserves de la sous-région se situent à 2800 milliards de francs CFA. Et du coup, c'est cet excédent-là, ces 2600 milliards de francs CFA qui ont permis justement d'esquiver et d'éviter la dévaluation du franc CFA. Sauf que pour réussir à tenir, il faut que l'Afrique centrale se mobilise selon les orientations qui ont été prescrites par les institutions financières, et notamment la BEAC. Et il s'agit, par exemple, pour Mahamat Toli, d'insister sur l'urgence de mettre en œuvre des réformes structurelles efficaces afin d'éloigner définitivement le spectre de la crise qui plane encore sur les pays de la sous-région CEMAC. Le journal parle également, on l'a dit, de Monseigneur Bala ce matin, avec les évêques qui commencent le déballage. Les récentes sorties des évêques sont commentés par notre confrère ce matin, qui nous propose également un magnifique dossier sur les 53 personnalités dans les griffes de la justice internationale, les 53 personnalités se recrutant dans les pays de la sous-région Afrique centrale, mais qui subissent également les assauts et les attaques de la justice internationale. Quelles sont ces différentes personnalités? Le journal parle de justice internationale, heures et malheurs des États de l'Afrique centrale. C'est un dossier pratiquement de 4 pages que propose notre confrère ce matin sur ces heures et ces malheurs des ressortissants de l'Afrique centrale face à la justice internationale pour des faits et d'autres qui sont d'ailleurs bien listés par notre confrère ce matin. Parlant toujours économie, ces défis actuels qui reproposent les
propos justement du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale d'évaluation. Le gouverneur de la BEAC parle enfin et il a dit ce qui est désormais retenu par l'opinion internationale. Défis actuels, parle également du défi du numérique avec le retour du ministre de l'économie. Commençons par mutation ce matin, monsieur. On va y revenir, hein, parce que c'est pas seulement. On commence d'abord par la revue. Mutation nous propose quoi? Mutation nous propose la situation actuelle du côté de la compagnie aérienne nationale du Cameroun, Camerco. D'ailleurs, vous verrez également avec le messager ce matin qu'on parle de la tension sociale suffisamment tendue de ce côté-là. La grande une de mutation nous parle justement de ces dégraissages qui sont annoncés avec la direction générale qui annonce la baisse des salaires et la suppression des avantages de 215 employés. On parle également du nombre de directions de l'entreprise, ce nombre qui va passer de 11 à 6 parmi les mesures qui sont prises. Justement, vous verrez la grande une de mutation à partir d'ici, justement, qui parle de la situation de la compagnie aérienne nationale du Cameroun et s'affiche une sorte d'impératif dans les colonnes du journal ce matin. Il faut reformer ou alors fermer tout simplement la compagnie aérienne nationale du Cameroun qui n'a pas connu beaucoup de bonheur depuis sa mise en œuvre et sa mise en service au Cameroun. Une opération annoncée par Ernest Dicou, le directeur général, et qui vise à diminuer la masse salariale de l'entreprise, rencontre cependant une vive opposition de la part du syndicat du personnel qui semble ne pas accepter justement ces réformes qui vont être dures à avaler du côté de la compagnie aérienne nationale du Cameroun. Mutation, on parle également, vous le verrez, presque tous les titres ont la même démarche ce matin. Un grand sujet, mais également une évocation de la situation autour du décès de Monseigneur Bala. Pour Mutation ce matin, c'est un reportage réalisé du côté d'Onvin, le village natal de l'évêque décédé de Bafia. C'est comment son village natal vit la controverse. De ce côté-là, il y a un calme apparent, une tranquillité apparente. On attend l'inhumation et on souhaite qu'il soit inhumé dans la dignité et au plus vite, nous précise justement Mutation de retour du village natal de Monseigneur Bala. L'essentiel du Cameroun parle cette fois-ci d'économie après avoir fait un crochet dans la situation justement liée à ce décès qui reste encore à polémique de Monseigneur Bala. L'ombre de Monseigneur Bala plane sur les travaux de Yaoundé. L'association de ces conférences épiscopales nationales d'Afrique centrale qui tient une assemblée plénière depuis le début de la semaine ici à Yaoundé avec cette ombre de Monseigneur Bala qui plane sur les travaux. Mais la grande une parle de la dévaluation du franc CFA et les positions qui sont de plus en plus claires, notamment après la sortie du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Pas de dévaluation en vue, a-t-il affirmé lors du comité monétaire qui vient de se tenir à Yaoundé, le siège justement de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Et le titre, l'essentiel du Cameroun, justement, est sec là-dessus. Pas de dévaluation en vue du franc CFA. Comment la planification et l'aménagement du territoire, le pôle Motazé qui vient de séjourner à Kribi pour l'inauguration d'un véritable technopôle numérique de ce côté-là. TIC, le numérique justement en technopole dans la cité balnéaire. La session d'inauguration étant présidée par l'homme qui s'affiche également à la grande une des défis actuels ce matin, le ministre de l'économie, Paul Motazé. La grande une parle cependant de l'exécution du budget d'investissement public, le BIP, au travers des réformes qui ont été mises en place. L'amélioration s'affiche nette. On devrait aller au-delà des 91% de l'année dernière pour l'exécution du budget d'investissement public. Le résultat des réformes qui ont été arrêtées en guise d'innovation pour l'année 2017, lesquelles réformes pour les principales proposées par notre confrère également ce matin. La mise à disposition du journal des projets avant le 1er janvier, c'était fait. Le démarrage effectif de l'exécution du BIP dès le 1er janvier. La mise en place dès le début de l'exercice dans les 10 régions d'un dispositif d'accompagnement de l'exécution des projets qui rencontrent des problèmes de maturité. Ces réformes-là sont également listées par défis actuels pour comprendre les performances qui sont aujourd'hui saluées au niveau des pouvoirs publics. Parlant justement des réformes et de ces orientations des pouvoirs publics, l'économie numérique, ce technopôle qui vient d'être inauguré à Kribi, basé justement dans la cité balnéaire, le nouveau technopôle baptisé Ocean Innovation Center, porté par Jacques Bonjao, a été lancé. C'était par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, avec pour ambition d'accompagner les jeunes dans le développement des start-up et les start-upers qui peuvent déjà se réjouir de cette initiative qui s'adosse justement sur la politique nouvelle du
président Paul Biya, celle de développer l'économie numérique. La mobilisation sur 2 pages racontées par le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune ce matin, qui parle également des performances du Cameroun, de retour d'une mission au Maroc. L'équipe gouvernementale a été présentée le trophée remporté par notre pays, notamment l'approche genre saluée par la communauté internationale. Le trophée a été présenté au Premier ministre et chef du gouvernement en présence de ses membres du gouvernement qui reviennent justement du Maroc. La délégation là-bas a été conduite par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Michel Ange Anguine, pour saluer justement la promotion du genre telle que menée par les départements ministériels compétents dans notre pays. Autre sujet d'actualité développé par la presse ce matin, on parle par exemple de l'extrémisme religieux. Lundi à vendredi, au-delà de la revue Les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale après cette petite transition en publicité avec nos différents partenaires, je vais dire bonjour particulièrement ce matin à Madame Akolo Gertrude, chef d'agence de la régionale Biémassi. Bonjour Madame Akolo Gertrude. Bonjour également à Monsieur Mangele Nestor, qui est un fidèle de ce rendez-vous matinal. On va souhaiter un bonjour à tous les Henri, puisqu'ils sont à l'honneur ce jour. Déjà, côté caractère, on dira que les Henri sont des êtres qui communiquent leur bonne humeur et leur joie de vivre à leur entourage. Ils aiment vivre entourés d'amis. Ils sont insouciants, parfois un peu trop, car ils ne réfléchissent pas toujours aux conséquences de leurs actes. Ce sont de perpétuels amoureux. Alors, on va souhaiter bonne fête à Monsieur Henri Eyebe Aïssi, qui est le ministre de l'Agriculture. On pense également à Henri Dikongue, artiste. On n'oublie pas le grand frère, le patriarche, Henri Ndio, également artiste. Je dis bonjour à Henri Maya Bichoka, qui est un ami. Bonjour à toi, mon frère. Je n'oublie pas Henri Roméo Ebodé, footballeur, qui n'est autre que le frère de notre collègue Norbert Olivier Ebodé, en service à la rédaction, journaliste à la rédaction centrale de Vision 4. Bonne son fête frère, c'est un tous pro. les Henri. C'est un pro. Monsieur Zé, bonjour et bienvenue pour la revue de presse de ce jeudi matin. Bonjour Pibayron, bonjour Sidoine Moncam, Bonjour à Jean-Jacques. tous les auditeurs des radios qui nous accompagnent, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les Henri. Vous allez bien? Je crois que ça J'aime va. bien vous poser cette question le va. matin. Je crois que ça va. Ça va. Ça va. Très C'est la bien. question que son épouse a posée à la maison. Que chérie, tu vas bien ce matin? Tu es prêt pour la Ça revue? va. Hein? Elle vous a posé cette question ce matin? Sauf qu'entre la maison et maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont peuvent se passées. passer aussi. On a parcouru une vingtaine de titres de journaux en une quinzaine de minutes. Ça fait que tout peut changer. Ouais. Alors, quelle est la première question qu'elle vous pose le matin au réveil, Jean-Jacques? Ben, elle me réveille. Elle vous D'abord ça. Elle fait comme ça. réveille. Elle te secoue un peu. Elle vous réveille D'abord ça. comment, Jean-Jacques? Peut-être pas toujours par des questions, mais elle te réveille. Elle te réveille. Comment? Avec les astuces qui lui sont propres. Un bisou? Et qui sont propres Ce sont des secrets. à ce qui se passe là-bas.